Oh, 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 le bonbon. Ben Shelton enchaîne à Shanghai et renverse Sinner dans un combat de zinzin. La vie très approximatif de Mouratoglou sur les Jeux Olympiques et Benoît Paire dans ses œuvres. Et ouais, on va en reparler. C'est le programme intenable de ton nouveau digest de Shanghai et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec un drama, mes très chers Goth. Et oui, les joueurs sont furax, furibars par rapport au changement des marques des balles. Et oui, on y revient, mais c'est très important. Et justement, Gastown, Elias, l'illustre, vous le connaissez bien sûr parce que vous suivez assidûment le circuit Challenger, il a écrit « J'exige que l'ATP Tour paye toute la physiothérapie dont j'aurais besoin après avoir joué avec ces balles avec lesquelles ils nous font jouer. Je suis en tournée depuis de nombreuses années et je n'ai jamais rien vu de pareil. » Paola Badoza, la raison pour laquelle Stefanos Tsitsipas a de très mauvais résultats depuis quelques mois d'après les Tenix, a répondu à ce fameux Gastown et elle a expliqué le problème n'est malheureusement pas seulement à l'ATP. Avec la WTA, nous avons également les mêmes problèmes depuis des années, nous avons besoin d'un changement des deux côtés. Alors du côté des joueurs, c'est très partagé. Medvedev, il a dit ouais, dès que tu commences à jouer quelques frappes, les balles deviennent très grosses, duveteuses, ça devient comme un pamplemousse. Je suis bien entendu très friand de ces comparaisons avec des fruits. Alcaraz, lui, il est plus pragmatique. Il le dit, j'ai ressenti dès le premier entraînement que j'ai fait ici à Pékin, c'est quelque chose de difficile, mais on doit s'y adapter. Alors on le rappelle, hein, la marque Dunlop est la balle officielle du circuit ATP, mais par exemple sur l'Open de Chine, on avait la Head Tour qui était utilisée, à l'US Open c'était des Wilson, vous le voyez en violet, à Wimbledon des Slazenger, à l'Open d'Australie des Dunlop, ça ne fait que changer et ce n'est pas bon pour les coudes, les poignets et les épaules de nos joueurs. Nouvelle info dans ce côté réseau et le coach à succès Patrick Mouratoglou qui sort de deux collaborations très fructueuses avec Simona Alep et Holger Rune qu'il a laissé dans un état physique exceptionnel. Donc il a expliqué à propos des Jeux Olympiques que les joueurs n'en ont en gros rien à faire des JO, il n'y a pas de véritable lien entre le tennis et les Jeux Olympiques, beaucoup de joueurs ne pensent pas que ce soit un événement important. Alors Jean Milhomme a répondu à cette hot take, avec tout le respect que je vous dois, il est difficile de prendre cela au sérieux. Sur ce sujet, je me fierai davantage aux paroles des joueurs qui ont concouru. C'est vrai que Novak, qui a tout gagné sur le circuit ATP, qui a 24 grands chelems, qui est le meilleur joueur de ces 20 dernières années, ça l'avait pas trop touché de perdre aux Jeux Olympiques en 2016. Rappelez-vous, regarde, c'est des petites larmes, ça en sait rien du tout, hein, il était pas du tout déçu, et non plus à Tokyo, il s'était pas énervé d'être passé à côté du Graal, et puis Del Potro aussi, quand il avait battu, souvenez-vous, en 2016, Novak Djokovic, justement au premier tour, il avait pas du tout été impressionné ni ému, hein, vraiment c'était une célébration tout à fait basique, ça l'intéressait pas les Jeux Olympiques. Et la dernière info de ce côté réseau, au pas de course, mes très chers Goths, c'est Benoît Paire qui nous a sorti une performance magistrale à Malaga face à Pedro Martinez. Je vous invite à regarder les images parce que là, au niveau de la combativité, franchement, on était sur un level. Et donc forcément, Benoît Paire, il pressent la sanction de la part de la Fédération Française de Tennis. Alors il a pris son compte Instagram et puis il nous a sorti les violons. Période un peu compliquée. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que c'est compliqué pour Benoît. Je me sens pas bien dans la tête en ce moment. Quand je rentre sur un cours de tennis, c'est toujours les mêmes conneries, il faut arrêter. C'est l'heure du gros banger entre Ben Shelton et Yannick Sinner, le 3e set. Quel petit bonbon. Alors on attaque tout de suite avec le début de cette partie. Et Benny, pas forcément très actif sur les jambes. C'est le péché mignon, vous le savez. Ici, on va produire une rotation simplement au niveau de la plante du pied. Enfin, non, la pointe du pied sur son revers. Donc, 3 grosses fautes directes ici dans ce jeu. Il va concéder le break immédiatement et voilà, l'action des jambes n'est pas bonne. Sinner de son côté dans la droite lignée de ce qu'il a produit à Pékin. Un début de tournoi difficile à Shanghai avec des sets accrochés de justesse. Mais là, on commence très très fort. Une accélération à 144 km/h dans la diago revers. Donc vraiment félin, très fluide. Pas mal de longueur, des enlais également si nécessaire comme ici par exemple dans cette position. Et aussi 2 doubles fautes dans ce jeu du double break pour Sinner dans cette première manche. On avance. Nous sommes au début de la deuxième manche et Ben Shelton va reprendre les bases. 8 aces au total dans la deuxième manche, mais surtout un pourcentage de première qui va nettement s'améliorer. On va passer de 52% dans la première manche à 74% dans la deuxième manche, et c'est vraiment
vraiment grâce à ce socle 100 balles de break concédées dans la deuxième manche qu'il va réussir à repartir de l'avant. Sur ces bases assainies, Shelton va pouvoir produire une pression sur les jeux de service de Sinner. Et justement ici, il y a 4 grosses fautes directes de la part de l'Italien qui peut pas se permettre de flancher, de baisser un tout petit peu au niveau de l'application, au niveau du physique avec son jeu qui est quand même à risque. Hein. C'est l'essentiel de son tennis, c'est d'envoyer des pancartes dans tous les sens, même s'il a montré à Pékin qu'il était capable de moduler ça, de faire des services volés si nécessaire en fonction de l'opposition comme face à Medvedev. Mais la structure de son jeu, ça reste quand même d'envoyer des soucoupes volantes. Nous sommes au début du troisième set et là, attention, le premier jeu de ce troisième set, exceptionnel, 5 balles de break pour Ben Shelton qui va jamais réussir à se mettre en position. La qualité de service de Sinner qui est absolument colossale. Alors que ce soit le service gagnant ou un +1 très agressif, il va pas laisser respirer Shelton et on se retrouve en fait dans cette partie dans une guerre de territoire qui est très commune je trouve au tennis moderne, c'est-à-dire que tout se joue plus ou moins sur le service ou sur le deuxième coup de raquette. C'est vraiment très important d'asseoir sa domination à ce moment-là, de conquérir du territoire, surtout pour deux joueurs qui aiment bien justement agresser les premiers. On avance, 7e jeu dans cette troisième manche et Shelton qui part à l'assaut, hein, qui se retrouve au filet ici, il va se prendre une marmite dans le buffet et juste comme ça, paf, il va réussir à bien la gratter de droite à gauche pour la maintenir dans le court. Superbe volée réflexe, il va se procurer encore une balle de break qu'il ne va pas réussir à convertir et là on se retrouve dans le 8e jeu et justement c'est à ce moment-là que Sinner va avoir 2 opportunités de break et un schéma très vertueux pour Ben Shelton dans la position côté avantage justement. Donc c'est ici le service fuyant, slicé qui déporte son adversaire, une trajectoire sur laquelle il est très difficile de se repositionner. Là on voit un Sinner qui va essayer de se remettre dans l'axe, mais Shelton est déjà au filet, déjà en train d'exécuter cette volée et de recoller à 4 partout. On se retrouve dans le 9e jeu de ce troisième set et là encore 2 balles de break pour Shelton, ça fait 8 au total dans cette troisième manche, il va en convertir 0 et c'est dû en grande partie à la clutchitude exceptionnelle je trouve de Sinner qui était vraiment... On l'a senti plein de confiance, pas forcément au niveau physique d'une densité absolue, hein. Il y a eu des petits creux et notamment dans la deuxième manche, mais je l'ai trouvé remarquable sur son exécution, que ce soit les services gagnants, que ce soit des 1-2, également des petites amorties distillées quand c'était nécessaire. Il a été assez formidable dos au mur et il a proposé une résistance incroyable. Ce match devait donc se terminer au tie-break du troisième set, double mini-break pour Ben Shelton, Sinner qui va recoller et qui va mener 5-4 à ce moment-là, 2 énormes pépites au service de la part de Shelton qui est à 83% de première dans la troisième manche, donc forcément tu peux quasiment pas l'attaquer. Et puis ici donc balle de match, première balle de match, service et pour une fois il va réussir à saisir sa chance, énorme retour d'une longueur phénoménale. Et il était donc temps de ressortir la célébration iconique avec le téléphone. Et une question pour vous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que Shelton a fait du bien, voilà, amène un certain élan et particulièrement sur le tennis américain? Je trouve que c'est vraiment un joueur qui a quelque chose de particulier. Alors ouais, peut-être un poil arrogant, en tout cas il y a une attitude très démonstrative. Je voudrais bien votre avis dans les coms, surtout avec ce qui s'est passé avec Novak à l'US Open. À la volée très rapide, on va faire 2 matchs, la victoire de Marocan et celle de Korda. Alors on commence par le joueur hongrois, des frappes limpides, profondes. Ici par exemple, on va déporter Casper Ruud sur son côté revers, le plus faible nécessairement, sur un total de 59 coups gagnants, 31 fautes directes, donc magnifique ratio pour Marocan et surtout il arrive à colorer son jeu avec de nombreuses amorties, que ce soit côté revers ou côté coup droit, qui viennent exploiter justement sa grande puissance. Ruud qui, je trouve, va faire une excellente partie en plus, hein. C'est assez cruel comme défaite. Alors ici, il va se retrouver au filet un peu par hasard, on peut imaginer, et c'est le moment pivot de la rencontre. Vous voyez 2 balles de break pour Ruud, il peut se détacher, mener 4-2, il a le vent dans le dos avec la victoire du deuxième set, et gros passing de la part de Marocan qui va faire la décision quelques minutes après et verrouiller cette rencontre. Un mot rapide également sur Sébastien Korda, toutes les qualités et les défauts de ce joueur encapsulés dans cette rencontre, je trouve. Déjà une qualité de volée sensationnelle, aisément dans les 5 meilleurs volleyeurs du circuit, il est à 16 sur 20 sur cette rencontre, mais toujours ce manque d'esprit bagarreur et les courses défensives, les courses verticales aussi sur les amortis, il n'est pas forcément très tranchant, que ce soit sur le premier pas, sur le temps de réaction, mais aussi à la fin pour essayer de la ramener. On sent franchement que c'est pas sa tasse de thé du tout.
L'ironie, c'est que c'est sur une course verticale qu'il va réussir à tourner le tie-break de la deuxième manche avec une amortie pas forcément très bien touchée de la part de Cerundolo. Et puis donc on se retrouve ici à 5 partout dans la première manche. Balle de break, 2 balles de break pour Cerundolo. Il va être clutch, lui aussi, un petit peu comme Yannick Sinner tout à l'heure, de gros services. Il va breaker derrière, très réaliste Sébastien Corda dans ce premier set. Une victoire qui du coup aurait pu être acquise plus tôt parce qu'il menait 7-5, 5-3, service à suivre. Il va se faire reprendre parce que quand il est agressé, quand c'est très long, il fait pas forcément les efforts d'ajustement. Là, la balle elle est trop proche de son corps, il va faire la faute directe. Et puis je pense que ça aurait été de toute façon une victoire trop propre pour un joueur comme Sébastien Corda qui aime bien se faire des petits frissons. Et on se termine mes bébous des îles avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de freebet offert à la première inscription. Attention, les paris sportifs, vous le savez, réservés exclusivement aux adultes consentants. Ne faites pas de bêtises, ne jouez pas de l'argent que vous ne sauriez perdre. Alors nous avons la fin des huitièmes de finale demain. Ce sera entre Jarry et Schwartzmann. Je mets mon petit billet sur... Non, pas Dieguito, Jarry. Hugot Humbert face à Jean-Jean Loup. Très sympa ça comme match. Hugot qui a sorti une perf, je trouve, de grande qualité face à Tsitsipas, qui a fait un bon match malgré sa défaite. On va mettre un bifton sur Hugot. Allez, soyons fous. Alcaraz Dimitrov, je touche pas. Je pense que même si Alcaraz peut troller, même s'il peut se faire breaker, de là à lâcher un set, je pense que c'est un peu le bout du monde. Donc victoire d'Alcaraz ici. Et Tommy Paul Rublev. Allez, petite dinguerie, on va partir sur Tipeee, même si Rublev, la grosse win contre Manarino, puis un jeu capable de faire exploser ses adversaires, beaucoup de puissance du côté russe. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez, je sais pas, qu'est-ce qu'on mange ?